Bien, écoutez, il est 14 heures, donc comme promis, nous allons reprendre la suite de ce webinaire et je souhaite évidemment la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour cette seconde partie. Alors que je me réjouis d'animer au titre du Collège de l'Autorité de régulation des transports, donc ce webinaire qui est organisé par l'autorité de régulation des transports, que j'appellerai désormais autorité ou ART, et qui est collabellisé à NAPCOR, qui est le projet de coordination européen. Je remercie donc la vingtaine d'intervenants qui nous accompagnent, qui nous a accompagnés ce matin, qui nous accompagnent cet après-midi. Donc, après avoir travaillé sur l'orientation et la mise en œuvre de dispositions européennes et sur l'utilisation des données de mobilité facilitées au bénéfice des voyageurs, ce matin, le programme de cet après-midi s'organise en deux thématiques. Nous nous intéresserons dans un premier temps aux leviers d'action pour atteindre la conformité, clarifier la gouvernance des données, mais aussi contribuer à l'amélioration de l'information du voyageur. Puis, dans un second temps, la dernière session de la journée sera dédiée aux actualités de la normalisation, les formats réglementaires NETEX et SIRI, tant à l'échelle nationale qu'européenne, et un focus dédié aux données tarifaires au format NETEX. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Bordeaux. Monsieur Gabriel Dos Santos, qui est donc de Bordeaux Métropole, qui nous partage le retour d'expérience sur l'introduction de close data par les AOM dans leur contrat public. La parole est à vous. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Oui, donc en effet, donc moi je vais introduire ce sujet, un retour d'expérience sur la mise en place donc, de close data dans nos contrats et plus particulièrement dans notre DSP transport. Donc pour renforcer le pilotage des AOM, mais pas que, hein, c'est aussi pour l'usage, puisqu'on en a eu une illustration pas plus tard que ce matin avec la diffusion des données tarifaires. Donc là, je suis bien entouré, hein, puisque c'était Transit qui faisait allusion donc à Bordeaux et Tuto qui a accompagné la métropole à la diffusion de cette donnée. Et comme quoi, on voit que le circuit fonctionne bien, il est tout à fait opérationnel, puisque en termes de timing, on me glisse à l'oreillette, mais je vais la citer, ma collègue Sabrina Lajugie par Teams, que en fait, cette donnée, elle a été diffusée par Bordeaux Métropole début mai et qu'elle est déjà réutilisée par des applications. Donc voilà, un cercle vertueux de la donnée. Et ça, en effet, c'est favorisé, et c'est ce que je vais décrire à travers cette présentation, notamment par la mise en place de ces close data. Voilà, je décris vite fait le territoire ici. Donc, Bordeaux Métropole, c'est 28 communes, 830 000 habitants. Voilà, presque 430 000 emplois. Donc, c'est quand même un territoire avec une forte population. J'ai quelques chiffres aussi clés dans la slide suivante sur la mobilité, les transports. Voilà, donc c'est 6 lignes de tram, puisqu'il y a 2 nouvelles lignes de tram qui utilisent les mêmes rails, mais voilà, c'est 2 nouvelles lignes. Et donc, ce sont des chiffres de 2023. Désolé, bon, j'ai pas réussi à avoir quelque chose d'un peu synthétique comme ça sur les chiffres de la mobilité, mais ça donne quand même une idée. On a aussi des bateaux cubes, enfin, on n'appelle plus comme ça le bateau. Voilà, des navettes fluviales qui permettent voilà, d'utiliser les transports par la Garonne. Ce qui est un succès touristique aussi. Et puis après, on a le vélo, bien entendu, on a plusieurs modes de mobilité. Voilà, donc je ne rentrerai pas plus dans le détail de ces chiffres et on va rentrer donc dans le vif du sujet, donc avec l'objectif en fait de cette close data, donc comme je disais, que l'on a inclus dans notre DSP transport, mais qui aujourd'hui est utilisé dans d'autres DSP, hein, déchets, entre autres, et aussi dans nos marchés publics. C'est-à-dire qu'on l'a décliné dans l'ensemble de nos marchés publics numériques, de manière à favoriser finalement la circulation des données, la propagation des données et le fait de pouvoir reprendre la maîtrise en tant que collectivité sur les données qui sont produites à travers nos services publics et notamment l'utilisation de solutions numériques.
Cette clause data, en fait, elle se traduit par quelque chose de très, juste pour revenir sur l'introduction, voilà, sur un principe qui est le contrat d'interface, en fait. C'est quelque chose donc, qui se matérialise par ce contrat d'interface. J'expliquerai plus en détail le processus qu'on a mis en place avec notre délégataire, donc KB2M, Keolis Bordeaux Métropole Mobilité. Et qu'est-ce qu'on, quel cas d'usage, quel cas concret on arrive à faire grâce à cette donnée. Juste dans la slide suivante, donc juste pour revenir sur les acteurs, donc moi je travaille à la Direction générale du numérique et des systèmes d'information, où on est service commun numérique pour la métropole et 19 communes. On a créé une direction de la donnée et de la connaissance territoriale qui est assez récente, qui a 1 an, mais qui est une réorganisation en fait de services qui étaient déjà existants et où on a recentré donc une équipe d'une cinquantaine de personnes autour de cette direction de la donnée, avec la création d'un nouveau service animation, gouvernance et accélération des usages que j'ai la chance de piloter. Et on travaille en lien étroit, et donc où on est à la manœuvre par rapport à la clause data et sa déclinaison dans l'ensemble de nos contrats. Et on travaille en lien très étroit donc avec notre direction des programmes numériques urbains, qui est en interface directe avec notre direction générale de la mobilité, donc qui est l'AOM, et avec son opérateur qui est Keolis, donc Bordeaux Métropole Mobilité. Donc ça, c'était juste pour représenter un petit peu les acteurs dans l'ensemble de cette démarche. Alors, pourquoi des clauses data dans nos marchés numériques et délégations de services publics? On peut y aller. Alors, bon, déjà, c'est sur la souveraineté des données. Donc, comme je le disais, c'est vraiment la maîtrise des données qui s'opère à travers plusieurs angles, on va dire, légal, bien entendu, en prenant en compte, bien entendu, le RGPD. On va aussi jusqu'à la notion de propriété intellectuelle, c'est-à-dire dans ce qui est développé aujourd'hui, c'est pas que la mise à disposition des données, c'est aussi des développements, des algorithmes aujourd'hui et avec l'IA, bien entendu, on est en plein dedans. Donc c'est reprendre aussi donc la main sur la propriété des données, avoir un regard sur la qualité des données et notamment le respect des normes et des standards, donc qui est bien en phase avec la journée d'aujourd'hui et la maîtrise aussi de l'ensemble du cycle de vie de ces données. D'un point de vue technique, bon après, je ne rentrerai pas plus dans le détail non plus à ce niveau-là, mais c'est bien le fait de pouvoir récupérer ces données, les stocker, les protéger, les chiffrer si besoin, les anonymiser bien entendu. Donc c'est tout ça que ça recouvre et pour cet objectif-là, on a donc comme je disais, on a besoin de reprendre le contrôle sur les données qui sont produites et notamment dans le cadre de nos DSP. Tout ça vise bien entendu à un usage interne de ces données pour mieux connaître nos métiers et le territoire, partager les données d'intérêt, bien entendu, aussi à l'intérieur des services métropolitains, mais aussi, bien entendu, en open data, puisque ce circuit y va jusqu'au point d'accès national, en tout cas au niveau des données de mobilité, bien entendu, répondre au cadre légal de la loi Le Maire, donc de l'open data, bien entendu, et tout ça, bien entendu, dans un cadre de dialogue respectueux des droits de tous, on insiste bien, puisqu'en fait, l'idée, c'est pas de dire bah, les données nous appartiennent, donc vous devez nous les fournir. Bien entendu, c'est aussi d'entretenir un lien fort avec nos fournisseurs de données. C'est aussi favoriser cet échange-là. Alors, d'un point de vue un peu plus, là, on va de plus en plus rentrer dans du concret. Comment ça se traduit? Donc ce sont bien des clauses que l'on introduit, dans, nos contrats. Donc encore une fois, délégation de services publics, mais également dans nos marchés, numériques. Un clausier technique qui formalise la mise à disposition des données. Donc ça prend la forme de alors déjà, on a fait un constat, donc on peut avoir le détail et tu fais pardon, oui. Donc le constat, c'était que sans les clauses a priori, on avait beaucoup de difficultés et ça, je pense qu'on peut tous le partager, à récupérer des données, même si celles-ci, étaient stockées, on-premise. C'est-à-dire qu'on a encore plus de difficultés aujourd'hui avec des données qui sont, stockées dans des SaaS, dans des solutions en SaaS, hein, je veux dire, mais également dans des solutions que l'on installe dans nos propres systèmes d'information. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on a accès à la donnée, mais en fait, non, on n'a pas enfin, on a un accès, physique,
mais l'accès sémantique, comprendre la donnée, savoir ce qu'elle recouvre et avoir accès à la donnée, alors que nous, on appelle utile et nécessaire à la collectivité, parce que l'idée, le paradigme, c'est pas de dire on va avoir accès à toute la donnée, c'est la donnée qui est utile, nécessaire à la collectivité, celle qui est vraiment d'intérêt métropolitain. Bon, tout ça, ça se construit. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette clause qui nous permet, dans un premier temps, de mettre en place quelque chose de très physique. Pour le coup, c'est un sas de données, alors SAS, qui est un intermédiaire entre le système d'information source qui, lui, a toute sa complexité et toute sa diversité ou sa spécificité métier, le système analytique qui, lui, a besoin de la donnée utile et nécessaire pour comprendre le territoire, l'analyser et apporter une valeur. Et cet intermédiaire, c'est ce sas de données. Donc, c'est là où vient, déposer les données le délégataire, le partenaire, le prestataire. Et sous ce format finalement pivot qui est en fait une stabilité aussi de la donnée qui est mise à disposition. Ça permet d'assurer en fait les flux, puisqu'après derrière, bien entendu, tout ça est orchestré de façon automatique, puisque c'est la mise en place de flux. Et donc, pour que ces flux continuent à être opérationnels, il faut assurer une stabilité de ces formats pivots, donc des modèles de données que l'on vient figer au fur et à mesure. Et ça, on le construit de façon très itérative, et ça, je vais le décrire un peu après. Et donc, c'est bien ce contrat d'interface qui vient poser ces trois principes, donc qui est le sas de données, la mise à disposition d'un intermédiaire de dépôt de données, qui peut prendre la forme d'une API, bien entendu, ou de dépôt de fichiers. Ça concerne les données utiles et nécessaires, donc c'est bien une réflexion sur qu'est-ce qui est utile à la collectivité, et le format pivot qui vient stabiliser les modèles de données de ces données utiles et nécessaires. C'est résumé dans ce graphique-là, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, bien entendu, tout ça, c'est pour être utilisé par notre offre de service data Bordeaux Métropole et également, bien entendu, pour être diffusé en open data et alimenter le point d'accès national à travers notre open data. Donc, toute cette chaîne aujourd'hui, elle fonctionne. On peut passer à la slide suivante puisque je l'ai détaillé un peu avant. Donc le processus avec KB2M, il s'est initialisé à partir de la nouvelle DSP. Quand je dis la nouvelle, c'est 2022. La, la précédente, enfin ouais, celle qui est en cours en gros. Je dis la nouvelle parce que on fait bien une différence entre ce qui pouvait exister avant et ce qui existe aujourd'hui. Et franchement, il y a un effort considérable de la part de notre délégataire aussi, parce qu'il a largement joué le jeu de la mise en place de cette clause data. Donc avec un plan pluriannuel d'investissement pour mettre en place le sas de données. Donc le projet initial, c'était bien le montage de la plateforme data avec la mise en place du sas de données. Ils ont été jusqu'à créer une équipe data à KB2M. Donc voilà les conséquences d'une clause chez un délégataire, c'est-à-dire jusqu'à mettre en place une équipe dédiée à la data qui n'existait pas auparavant, de 6 personnes. Et donc c'est avec une intégration au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on travaille par lot. Et ces lots, en fait, ils sont définis à travers un comité data que l'on fait tous les 3 mois avec notre délégataire, notre DG Mobilité, la data, bien entendu, les programmes numériques, pour que notre DG Mobilité dise donc à notre délégataire quelles sont ses priorités en termes de données. Donc l'intégration se fait au fil de l'eau, 3 mois pour une nouvelle source de données. On a aussi mis en place des pénalités journalières pour le non-respect et notamment la mise en place d'une nouvelle source de données. Et pour une donnée qui est déjà existante, s'il y a une problématique dans le flux, pour pouvoir le corriger. Donc ça, c'est aussi important, les pénalités, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà, et donc là, on a pu mettre en place dans un premier temps, enfin, aujourd'hui, on est plus loin, mais dans les premiers mois, on va dire, c'était la mise en place donc des formats standards, GTFS, GTFS-AT, NETEX, Siri, bien entendu, et le GBFS pour les VO, en libre service. Donc aujourd'hui, le PAN est bien alimenté avec nos données métropolitaines. Alors, juste pour expliquer un petit peu le fonctionnement par itération, donc par domaine, c'est-à-dire que là, il y a une expression du besoin de notre direction générale de la mobilité. Il y a des échanges itératifs pour pouvoir produire les specs détaillés.
jusqu'à alimenter dans une première version le SaaS Data, qui sont intégrés dans notre infra Data BM, Bordeaux Métropole, et mis à disposition donc, via notre infrastructure de données au métier, à la DG Mobilité, qui prend en main finalement cette donnée et qui peut l'exploiter en ayant fait des allers-retours, on va dire, avec notre délégataire pour arriver jusqu'à ce fameux format pivot qui vient stabiliser le modèle de données et dire voilà, c'est bien ce qu'on veut et ça nous est utile et donc on va pouvoir bien l'utiliser. Donc voilà, ça c'est vraiment un cycle qui se fait encore une fois de façon très itérative par lot et on va voir justement dans la set qui suit quel lot nous avons traité. On a pu traiter les référentiels uniques donc pour nos arrêts, nos lignes, nos véhicules et les produits. Donc ça, c'était un premier niveau de manière, mais ça, on l'a bien évoqué ce matin, avoir des identifiants, une stabilité dans les identifiants, parce qu'on historise notre donnée aussi. Et ça, c'est très intéressant puisqu'on arrive à créer des bases d'apprentissage derrière sur la mobilité grâce à ces référentiels et ce stockage de l'historique. On a bien entendu travailler sur les horaires théoriques et temps réel, ça je l'ai dit juste avant. On a travaillé sur le Mobibus, donc qui est le transport à la demande de personnes en situation de handicap. Les sécurités et incivilités aussi ont été traitées. Les données des stationnements, des vélos en libre service, les ventes, les recettes, l'accidentologie, les données de vélos en libre service de façon plus générale avec un sous-traitant qui s'appelle Cycléo. Et là, on a les données RH aussi qui sont en cours là, qui sont pas encore intégrées, mais qui sont en train d'être étudiées. Donc ça, voilà, encore une fois, on l'a fait de façon très progressive, très itérative à travers nos comités data pour dire, bah voilà, notre DG Mobilité, là, moi, je veux vraiment traiter ça. Et voilà. Et donc, le délégataire se met en ordre de marche derrière et de façon assez fluide, on va dire, pour alimenter le SAS de données et au final notre infradata et la circulation des données derrière. Alors, à partir de là, on va rentrer dans un cas concret sur notre... ben, comment finalement, nous, on peut réutiliser cette donnée, nous, AOM, et piloter finalement cette DSP, mais comme je l'ai dit, pas que, puisqu'après, ça sert, entendu, l'ensemble des usages. Alors, juste pour comparer un petit peu avant-après, donc dans la diapositive qui suit, donc dans notre précédente DSP, donc 2015-2022, des difficultés pour suivre notre contrat. Les indicateurs, c'était que les indicateurs contractuels et qui étaient fournis par PDF. Aucun droit de regard de la collectivité sur ce livrable, hein, c'est-à-dire en gros, bah, c'était pour argent comptant. Une recopie fastidieuse des données parfois, donc autant dire à la main. Pas de contrôle des données, bien entendu. Alors, on arrivait quand même à récupérer quelques données qui alimentaient déjà notre open data et qui permettaient quand même d'avoir un premier niveau de flux, mais ces flux étaient régulièrement coupés. Et là, on n'avait aucun levier pour faire en sorte que ces flux soient rétablis, puisqu'il n'y avait pas de pénalité, il n'y avait rien. Donc, autant dire que la donnée n'était pas très fiable et il n'y avait pas trop de confiance en cette donnée. Nouvelle DSP, données claires, définition partagée, contrat d'interface, au moins on règle le problème. On travaille sur les référentiels communs, tout le monde peut utiliser la même chose. Des données objectives, donc forcément, nous, on peut réutiliser ces données, de faire nos propres indicateurs, les partager, etc. Ce qui est vertueux aussi, c'est qu'en fait, ces données-là, en fait, la montée en qualité de ces données, bah, ça a aussi servi de notre propre délégataire, puisqu'aujourd'hui, il peut traiter des cas d'usage pour ses propres métiers. C'est une donnée disponible et utilisable en continu, bien entendu. Vous en avez la preuve. Et bon, on a parlé des pénalités, donc ça, je ne reviendrai pas dessus. Et bien entendu, une disponibilité aussi pour d'autres métiers, puisqu'aujourd'hui, grâce à notre infradata, aujourd'hui, on désilote la donnée et on permet à d'autres métiers d'utiliser la donnée de mobilité. Et la DG Mobilité peut utiliser, bien entendu, les données des autres métiers. Donc ça permet de couvrir tout ça. Pour entrer dans un cas d'usage encore plus concret, donc là, on a utilisé la donnée typiquement pour la disponibilité des vélos en libre service. Il y avait un constat sur l'usage
le mauvais usage, on va dire, en tout cas une difficulté pour nos usagers d'utiliser les vélos puisque des bornes étaient soit tout le temps vides, soit tout le temps pleines. Je pense qu'on a tous été confrontés à cette problématique-là et donc on a un indicateur contractuel d'ailleurs par rapport à le réassort finalement de ces bornes, et donc on a pu contrôler finalement, la disponibilité des vélos dans ces stations grâce à une donnée, encore une fois, que l'on récupère en temps réel, que l'on historise et sur laquelle on peut venir à un instant T, venir contrôler, le pourcentage en fait de cette borne et ce qui nous a permis, d'étudier finalement, quelles étaient les bornes qui étaient en défaut et de pouvoir le confronter à la réalité et donc et avec notre délégataire pour faire en sorte que le service soit amélioré et que nos usagers en soient bénéficiaires. Donc voilà à quoi ça sert et la preuve est là, c'est-à-dire qu'en gros, on a pu, vraiment, faire sortir les problématiques. Et donc faire en sorte que, nos exigences soient respectées. Et pour terminer, j'ai une autre illustration, c'était le ticketing, M-Ticket. Hem Ou alors où là, on avait des difficultés, à récupérer les données en fin de contrat, enfin, c'est-à-dire qu'on non, justement, on avait la possibilité de récupérer les données en fin de contrat. Mais la différence entre, récupérer des données en fin de contrat et les récupérer au fil de l'eau, typiquement, c'est qu'en fin de contrat, c'est lourd et chronophage à récupérer ces données. Ça a induit finalement une coupure de service puisqu'en fait, on n'avait pas la possibilité d'avoir les données, de vente en fait et donc pour nos utilisateurs, en gros, ça s'est concrétisé comment? C'est-à-dire que, en fait, ceux qui avaient déjà, dans leur ticket, des transports déjà achetés, ils ont pas pu les utiliser le temps qu'on fasse la migration parce on n'avait pas la donnée, on n'avait pas l'information pour pouvoir la réinjecter dans le nouveau système et faire en sorte que eux puissent avoir un usage, de ces donc en fait, bon, il y a eu un contretemps et au final, ils ont retrouvé leur petit mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas très, Heu, bon, on va dire pour le service, à nos usagers et ils ont dû racheter des tickets en attendant alors qu'ils avaient déjà, potentiellement des tickets, dans leur ancien, support. Tout ça pour dire qu'en fait, la cloud data, elle favorise aussi la récupération des données au fil de l'eau et ça, c'est beaucoup mieux que de les récupérer en fin de contrat. Voilà. Voilà pour illustrer tout ça et je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions, Gabriel Dos Santos pour, Bordeaux Métropole. Alors nous avons pour le moment une question dans le cadre de ce petit temps d'échange de la part de Vincent Nussbaum. Quelle infrastructure, utilisez-vous pour votre sas de données? Comment a-t-elle été mise en place? Alors, comme je le précisais, le sas de données, il peut recouvrir 2 formes, c'est-à-dire il peut être sous forme d'API, donc il y a des API qui sont mises en place ou de dépôt de fichiers, et c'est ce qui est mis en place pour une partie aussi des données. Donc en fait, c'est tout simplement un dépôt de fichiers où nous, on va pouvoir venir récupérer cette donnée, donc soit via nos API, soit, à travers ces fichiers et pouvoir les ingérer donc dans notre infra data qui elle est une infra basée donc sur un data lake, une distribution Cloudera, et qui permet ensuite donc de, propager cette donnée et la diffuser à travers notre open data, donc qui est une plateforme, ou UWise maintenant, anciennement Open Data Soft et via notre, là je décris un peu toute la chaîne, et via notre, open data, on alimente le PAN directement puisqu'en fait c'est le PAN qui vient nous moissonner grâce aux mots-clés, que l'on peut mettre dans nos métadonnées. Donc voilà toute la chaîne, en fait. Donc système d'information source de notre, délégataire, flux donc soit via API, soit dépôt de fichiers, et que nous on vient récupérer grâce à nos ETL, alimenter notre infradata qui est un data lake, Cloudera et ensuite, qui alimente notre, open data et qui alimente le PAN. J'ai 2 autres questions, donc je vais vous les poser ensemble et puis vous y répondez en bloc. La première est, est-il de la part de Marjolaine Messonnier, est-il possible de nous partager la fameuse clause data? Oui, on l'a déjà partagé. Oui. D'accord et la
La deuxième question nous arrive d'Emmanuel Jacquemin, c'est: a-t-on une idée du budget consacré à la création du sas de données et de sa gestion pour une année? Alors, je pourrais pas répondre en direct, mais j'y répondrai dans un second temps. Donc, les services vont vous donner les coordonnées d'Emmanuel Jacquemin pour que vous puissiez Ouais. communiquer à travers peut-être, par exemple, un mail, voilà. Emmanuel Jacquemin. OK. Donc, vous recevrez, monsieur, une réponse par mail de la part de Gabriel Dos Santos. J'ai une autre question. Ça. Y a-t-il des données pivots pour lesquelles vous n'avez pas identifié de standard? Pensez-vous que leur standardisation permettrait une meilleure transition entre les DSP? Alors, comme ça, j'aurais un peu de mal à répondre sur identifier les données référentielles qui ne seraient pas sous forme de standard. Je réfléchis en même temps, c'est un peu compliqué, mais je pense que pareil, je préférerais apporter une réponse dans notre compte parce que là, j'aurais du mal à y répondre, mais dans tous les cas, c'est possible. Et en effet, oui, je pense que ça aurait un intérêt enfin, pour harmoniser sur le territoire les données de transport. Je sais pas si. C'est votre voisin qui pose cette question. Ah, ok. Donc, je pense que vous pourrez échanger vos cartes de visite Ok. pour éventuellement aller plus loin dans l'information par rapport à ça. Nous avons une autre question qui nous arrive. Avez-vous déjà collaboré avec d'autres collectivités pour construire des solutions communes et mutualiser les moyens? Alors, nous, on travaille en lien avec Modalis, qui est notre masse régionale. Et après, sinon, voilà, bah, c'est surtout au niveau régional, ouais, avec qui on collabore, ouais. Et sur quelles plateformes sont publiées au fur et à mesure, hein, Oui, je vois vous ça, restez je l'ai vu. vous restez les interventions, c'est parfait. Alors j'en ai 2 nouvelles, la sixième et la septième question quand même, vous voyez? Oui, alors attendez, sur quelle plateforme sont publiés les rapports Power BI, ouais, par exemple. BI, pardon. Ouais. Je suis pas très douée en technique, hein, je dois le dire. Donc sur quelle plateforme sont publiés les rapports Power BI? Comme on a pu voir sur votre slide du VLS. Ah, Deuxième oui. question, les réponses les réponses que vous allez faire par mail, en fait, le mieux, ce serait que vous les adressiez à Timothée parce que, il les participants souhaiteraient que vous partagiez ces réponses, auprès de tous les participants. Ok. Bon courage Timothée, parce qu'il faut savoir qui sont-ils, donc c'est bon. C'est pas grave, monsieur Génie trouve tout, va y arriver, je pense, Timothée. Comment collaborez-vous avec Nouvelle-Aquitaine Mobilité, notamment sur les référentiels de données? Alors, c'était ouais, ce que j'évoquais, hein, c'est Modalis, là, notre masse La région. ouais, de la région, voilà. Et donc, bah, en fait, on travaille en lien pour justement ouais, travailler sur les référentiels communs et pour pouvoir alimenter, parce que bon, je parle du PAN, mais on alimente aussi notre masse régionale, bien entendu. Ouais. Mmh, Ouais. d'accord. Et puis une nouvelle question de Marjolaine Messonnier. Vous nous avez indiqué que l'un des objectifs de ce projet était la souveraineté des données. Mm. Je comprends que la plateforme data est hébergée par Microsoft. Comment anticipez-vous les mesures présentées cette semaine par la Commission européenne sur le sujet de la souveraineté numérique, notamment l'hébergement des données? Alors, ben, ça me permet de répondre aussi à la question précédente parce que il me semblait pas au Power BI sur Power BI. Alors, on ne stocke pas nos données chez Microsoft. Alors, ça transite, une partie des données transite pour notre plateforme Power BI. Power BI, en fait, c'est une des solutions de notre offre de service data, mais c'est pas là où on stocke nos données. Nos données sont stockées dans notre data lake qui est on-premise sur une solution Cloudera, donc qui est du HDFS pour rentrer un petit peu dans le détail. Donc notre data lake, donc qui est installé dans notre système d'information et on utilise notre data center, nos propres baies de stockage. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. Alors, en effet, après, on utilise des solutions Microsoft, donc Power BI, puisque vous l'avez reconnu. Et donc là, ce sont quand on publie nos rapports, et ça, c'est interne, c'est-à-dire, c'est pas des rapports publics, c'est-à-dire, c'est au service de nos métiers, et en l'occurrence, de notre direction générale de la mobilité.
Donc c'est pour ça que j'ai fait une capture d'écran sur produit data, mais qui n'est pas forcément public. Ensuite, nos données publiques, elles transitent donc via notre plateforme Open Data, qui s'appelle Data Hub Bordeaux Métropole, et qui est donc la plateforme WISE de Open Data Soft, qui se nourrit de notre propre API et de nos données qui transitent donc via notre infradata. Je ne sais plus où j'en étais parce que oui, je pense que j'ai Ouais. répondu aux questions. Là, c'est bon, je Ok, pense que vous voilà. avez répondu aux C'est questions bon. parfaitement sur la souveraineté, Ah oui, la de souveraineté, vos oui, données. oui. Vous avez Ouais, donné les ouais. réponses. À un moment, vous m'avez un peu perdu, mais Je vois jusque-là, tout va bien. Nouvelle question de Jean-Guillaume Peck. J'imagine que vous mesurez aussi d'autres indicateurs sur la partie bus, tramway, ponctualité, kilomètres, etc. Point d'interrogation. Et c'est la dernière question, donc inutile parce que là, on va dépasser les horaires. Voilà, allez-y. Donc, vous mesurez aussi d'autres indicateurs. Oui, oui, bien sûr, on mesure. Alors, comme je disais, en fait, la donnée mobilité, elle sert à la mobilité, mais pas que. Enfin, je vais vous donner un exemple comme ça permettra d'illustrer un petit peu. On a aussi analysé nos données de validation billettique pour connaître aussi l'usage des transports dans le cadre de grands événements comme l'organisation de la Coupe du monde de rugby il y a quelques années. Enfin, voilà. Donc, en fait, nos données de mobilité, elles sont utilisées et on sort des indicateurs pour des usages divers et variés et pas, et encore une fois, pas que pour analyser l'usage, enfin, en tout cas, pour analyser l'usage de nos transports, mais pour différentes problématiques, événements sur notre territoire. Merci, Monsieur Dos Santos, pour la clarté de votre exposé, mais aussi de vos interventions par rapport aux questions. C'est vrai que ça a été nourri. Merci aux participants. Donc, la prochaine intervention, elle va être portée par l'Autorité de régulation des transports, présentée par Alban Gougoua, Thomas Blondel et également Timothée Rigagno. Elle sera consacrée aux priorités, aux orientations de contrôle, aux recommandations relatives à la mise en conformité, les objectifs, enjeux et plus-values de la déclaration de conformité, notamment rappelés par Timothée au niveau national et par Laura Cupers du National Geographic Institut belge. J'apprendrai le néerlandais juste pour l'année prochaine. Et partenaire NAPCOR pour la coordination européenne. Les nouveautés concernant la déclaration y seront également présentées. Alban, Thomas, c'est à vous dans un premier temps. Merci Sophie. Donc, comme on le rappelait ce matin, il y a plusieurs obligations concernant les détenteurs et les réutilisateurs de données. Donc, moi, je vais vous présenter d'une part, rappeler plutôt les obligations réglementaires et aussi faire des recommandations de bonnes pratiques aux différents acteurs. Et par la suite, Thomas fera de même pour les utilisateurs de données. Donc, première chose qu'on voudrait vous rappeler, c'est que, comme on l'a vu ce matin, les acteurs doivent publier leurs données et au plus tôt, notamment que les calendriers de publication des différents types de données prévoient que toutes ces données doivent être publiées, notamment sur le point d'accès national. Donc, si vous avez des données, que ce soit des données statiques, données dynamiques, de transport en commun ou même de VLS ou d'autres modes de transport, vous êtes censé les publier sur le point d'accès national, donc qui est transport.data.gouv.fr et qui a mis à disposition notamment sur leur site une documentation qui est assez complète pour vous permettre de pouvoir publier de manière autonome sur leur plateforme. Et si peut-être vous rencontrez des difficultés, vous pouvez toutefois les contacter ou nous on propose aussi également de vous faire accompagner parfois par les régions qui ont les spécialistes techniques pour pouvoir vous aider aussi à publier vos données. Et les données sont à publier notamment dans les formats qui sont réglementaires, donc NITEX pour tout ce qui concerne les données statiques et Siri Lite pour les données dynamiques notamment. Donc concernant, slide suivante. Pour tout ce qui concerne, donc une fois que les jeux de données sont déjà publiés sur le point d'accès national, comme on l'a vu ce matin, il va falloir veiller à ce que les données soient de qualité et surtout qu'elles soient actualisées. Donc c'est ce travail-là qu'il va falloir, pour les acteurs, notamment les détenteurs de données, veiller à ce que la donnée soit fournie en temps utile. Donc si vous vous rendez compte que votre donnée se périme, je ne sais pas, dans 10 jours, veillez à ce que dans 10 jours, cette donnée-là soit mise à jour et notamment aussi, on essaie, nous aussi, côté RT, donc, soit par notre campagne de contrôle, à faire des rappels en demandant aux acteurs, on a constaté que votre donnée
elle est périmée, essayez de la mettre à jour. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que une donnée peut ne pas être disponible. Par exemple, un lien qui est cassé, donc le lien du jeu de données n'est pas accessible, ou il y a des incohérences dans la donnée, notamment des difficultés ou des inexactitudes qui ont été détectées dans le jeu de données. Donc parfois, d'autres utilisateurs de données peuvent faire des commentaires sur votre jeu de données. Donc c'est le moment aussi pour nous de vous rappeler que vous devez veiller à ce que ces commentaires-là soient répandus. Donc n'hésitez pas à jeter à chaque fois des coups d'œil sur ou à lire les notifications qui sont renvoyées par le point d'accès national sur vos jeux de données. Et pour finir, donc c'est sur la déclaration de conformité. Qu'est-ce que c'est? Je pense que Timothée en parlera davantage tout à l'heure. Mais déjà, ça permet, nous, de pouvoir. Donc, c'est un document qui permet de pouvoir certifier que vous avez vous publié des données et où est-ce que ces données sont publiées, quel type de mode de transport comprennent ces données et d'autres modes de transport. Et aussi, cette donnée-là, elle est publiée de manière pratique sur démarche numérique. Donc, vous avez la possibilité. Pour la première fois, ça peut paraître un peu difficile à faire lorsqu'on doit aller faire sa déclaration de conformité. Mais une fois qu'on a déjà publié une première fois ou transmis une première fois sa déclaration de conformité, les autres fois, il suffit juste de la mettre à jour. Donc, en repartant dans l'ancienne déclaration, peut-être que les données n'ont pas changé, donc juste valider de sorte que ce soit soumis voilà, pour l'année suivante. Ou s'il y a des modifications majeures qui sont arrivées dans votre jeu de données, à penser plutôt à resoumettre une nouvelle déclaration de conformité en modifiant celle que vous avez déjà soumise sur la plateforme. Donc, pour tout ce qui est nouvelle publication, donc c'est à publier 3 mois après votre nouvelle publication sur la plateforme transport.data.gouv. Et pour ceux qui ont déjà des données qui sont déjà publiées sur la plateforme, c'est de veiller à ce que chaque année, à retransmettre cette déclaration en la modifiant, comme je le disais par ailleurs. Et juste pour préciser que tous les acteurs sont concernés, notamment par cette déclaration de conformité, que ce soit les AOM, les opérateurs de transport, les acteurs même de VLS et tout. Et je laisse la parole à Thomas pour les obligations concernant les utilisateurs. C'est ça. Donc, ça reprend un peu plus en détail ce que j'avais dit ce matin. Pour les utilisateurs de données, on s'attend à ce que leur utilisation dans le service qu'elles fournissent utilise les données de manière neutre, sans discrimination, sans biais, sourcée. En fait, à l'autorité, on s'est surtout intéressé pour le moment sur le classement des calculateurs d'itinéraire, où lorsque l'utilisateur, typiquement, on a un exemple avec Mappy, entre origine-destination, on s'attend à ce que l'utilisateur puisse comprendre la manière dont les résultats lui sont classés. Typiquement, si on a un classement du type recommandé, on ne sait pas si c'est recommandé parce qu'il y a eu un partenariat avec Uber ou ça a été recommandé parce que c'est bien pour l'utilisateur. Donc c'est bien d'avoir des critères objectifs. C'est le cas ici, on voit que l'utilisateur a trié en fonction de la durée. Et donc on est certain qu'il n'y a pas eu de biais, il n'y a pas eu de discrimination. Donc voilà, c'est sur ce sujet sur lequel on encourage à porter une certaine attention. Et le deuxième point, donc c'est comme slide suivante, c'est sur l'envoi de la déclaration de conformité. Donc, à nouveau, c'est une autre déclaration de conformité, cette fois-ci pour les utilisateurs. On n'en a pas encore reçu beaucoup, mais on compte sur Transit peut-être pour remplir la première déclaration de conformité. Et c'est un peu les mêmes modalités. Donc, il faut la transmettre sur démarche simplifiée, il faut la transmettre tous les ans. À chaque fois qu'il y a une modification substantielle, il faut la transmettre dans les 3 mois. Et donc, tous les utilisateurs sont concernés tous les ans. Merci. Excusez-moi, il y a juste le temps de m'installer. C'est parfait. Oui, merci pour la parole, Thomas et Alban. Donc maintenant, on va réaliser un focus un peu plus précis sur les déclarations de conformité. Donc Thomas et Alban vous a présenté les modalités pratiques. Je vais vous présenter quelques aspects de la déclaration au niveau national et je laisserai ensuite la parole à Laura pour l'articulation avec le volet européen. Donc, avant toute chose, je tenais à rappeler qu'au-delà de l'aspect purement réglementaire de cette déclaration, la déclaration présente 4 principaux intérêts. Le premier, c'est pour les détenteurs de données. Elle permet d'identifier l'information voyageur.
concernés par les obligations réglementaires et vérifier les spécifications techniques qui y sont associées. Dans un second temps, dans un second intérêt, excusez-moi, pour les AOM, de dresser un état des lieux des données de mobilité disponibles sur leur territoire, et ce, que celles-ci soient en leur compétence ou non. Le troisième intérêt est fortement justement lié à ce second, dans la mesure où, sur un même territoire, la mise à disposition des données de mobilité sur le PAN peut impliquer plusieurs acteurs et plusieurs services. La déclaration de conformité permet alors de préciser le rôle et les actions des responsables de données et de leurs prestataires. Finalement, la déclaration de conformité donne aussi la possibilité aux détenteurs de données de mettre à jour annuellement les contacts à privilégier sur ces sujets-là. Sur ce dernier point, ce dernier point justement s'inscrit dans la volonté de l'autorité de s'adresser directement aux services pertinents, ce qui n'est pas toujours évident, et ce qui, en l'absence de contacts clairement identifiés, peut aboutir plutôt à un courrier plutôt dirigé à un niveau assez haut, avec tout le formalisme que cela implique. Nous vous recommandons justement de remplir bien cette partie-là pour éviter ce niveau-là. Si on passe sur la slide suivante. Merci Fabien. Donc l'ART a mené en 2025 sa première campagne de suivi de déclaration. Les résultats sont encourageants. 32 demandes de déclaration ont été formulées par l'ART. Elles ont toutes abouti à une transmission considérée comme recevable. De plus, une autre trentaine de déclarations ont été transmises sans intervention de l'autorité. Cependant, le processus présente toutefois des axes d'amélioration majeurs. Effectivement, quand on regarde les chiffres en haut à gauche, on peut voir que le temps moyen entre la première saisie et la validation effective est particulièrement long. Cela s'explique en partie par une méconnaissance de l'impact réglementaire de cette démarche-là. Les acteurs peuvent être un peu frileux à l'idée de remplir. Voilà, c'est quelque chose il faut plus le voir comme des éléments pour faciliter les contrôles et d'obtenir les informations pertinentes de manière plus accessible. Et également, ce temps moyen s'explique aussi par un échange important entre les détenteurs de données et les éventuels prestataires nécessaires pour collecter les informations qui sont demandées dans cette déclaration-là. Et ensuite aussi, quelques modalités pratiques de la déclaration peuvent aussi compliquer la saisie d'informations. Mais autant dire que tous ces éléments, et afin surtout de permettre d'atteindre les objectifs précédemment mentionnés, nous prévoyons de côté ART et DGITM, une refonte de la déclaration. Donc, pas d'inquiétude pour ceux qui ont déjà rempli la déclaration de conformité. Les modifications concernent majoritairement le contenant et peu le contenu. Et une partie sur l'alignement des recommandations européennes est également prévue, qui sera mineure et qui va concerner en fait principalement les acteurs multinationaux. Donc finalement, la campagne 2025 a également relevé des questions récurrentes, des échanges qu'on a pu avoir avec les détenteurs de données lors de nos demandes, que nous souhaitons justement clarifier pendant ce webinaire. Donc si on passe sur la slide suivante, effectivement. Donc on peut voir qu'on a 3 situations qui peuvent se présenter de manière assez régulière. La première, celle qui est tout à gauche, qui est assez commune, c'est la mise à disposition des données de mobilité par un détenteur, public ou privé, mais elle peut nécessiter la coopération de plusieurs acteurs. Et cela, quelle est la compétence directe ou qu'elle ait décidé de déléguer cette publication de données. Il faut notamment garder en tête que dans ce cas-là,
c'est bien le détenteur de données au sens du L115-1, donc l'AOM dans cet exemple-là, qui est responsable de la publication des données, mais elle peut en déléguer cette tâche à différents partenaires techniques. Et la déclaration de conformité permet directement sur un outil centralisé de pouvoir ajouter par adresse mail toutes les personnes jugées utiles pour cette déclaration-là. Donc voilà, je vous invite à aller voir directement sur la plateforme Démarche numérique, mais c'est un processus qui est quand même assez simplifié. Ensuite, si on bascule sur le deuxième exemple des détenteurs de données agrégés, donc c'est un cas un peu particulier. Ici, l'agrégateur doit également remplir une déclaration de conformité, mais dans la mesure où elle récupère des données provenant d'autres détenteurs, elle doit inscrire justement dans cette déclaration-là les éventuelles sources de données qu'elle utilise, ce qui permet, dans les contrôles de l'autorité, de savoir qui est l'acteur pertinent et d'ajuster au mieux les demandes qui peuvent être formulées aux différents détenteurs de données. Et finalement, le troisième cas, c'est juste un cas particulier du premier, dans la mesure où on parle d'acteurs privés. Donc, de la même manière, un acteur privé peut avoir différents partenaires techniques qui produisent de la donnée, qui la mettent en qualité en amont justement de cette détention par l'acteur. Donc, dans ce cas-là, quand on a des schémas justement de gouvernance de données un peu compliqués, l'acteur identifié comme responsable a la possibilité justement d'indiquer les différents partenaires qui sont attachés à cette donnée-là et également, si elles sont publiées par un partenaire différent, de pointer directement le jeu de données. Donc voilà pour cette clarification-là. Donc c'est intéressant parce que c'est une manière de gérer toute cette complexité d'acteurs. Et maintenant, je vais laisser la parole à Laura pour présenter la manière dont en Belgique cette déclaration de conformité est utilisée. Oui, merci Timothée. En Belgique, on gère un peu différent la déclaration de conformité. Par exemple, la question de la distinction entre détenteur de données et entité chargée de la publication. On a aussi ça, mais pour résoudre ça, nous avons fait un contrat-type qui peut être utilisé entre le détenteur de données et l'entité chargée pour la publication. Et ce document, ce qu'on appelle le Proxy Agreement, c'est disponible directement sur le NAP belge et c'est à fournir en complément avec la déclaration de conformité. Mais donc, on voit en fait que tous les pays européens approchent un peu différent et c'est pour ça que dans NAPCOR, dans le groupe de travail 6, sur les control bodies, on est en train de voir ensemble de comment on peut plutôt harmoniser. Et donc, voilà, on regarde aussi pour les compliance assessment. Oui, j'ai oublié mes mots en français ici. mais voilà, vous comprenez, c'est bien. Donc, voilà. Merci Laura, merci Alban, Thomas et Timothée. Donc, quelques questions qui nous arrivent. La première de Fabien, de Sarah Guillet. Si une AOM commande via un contrat un calculateur d'itinéraire, doit-elle faire la déclaration ou demander à son prestataire de faire la déclaration? Je vais poser tout de suite les autres questions, comme ça chacun répondra. Donc, le deuxième, c'est pour Thomas de Tristanfort. Est-ce que les applis publics qui sont aussi des réutilisateurs de données doivent remplir également cette deuxième déclaration? Et enfin, pour Fabien, toujours Sarah Guillet, pour les producteurs, ce que je n'arrive pas toujours à bien définir, c'est si un opérateur national opère un service sur le territoire d'une AOM et met en ligne les données dans un jeu unique, est-ce à l'opérateur de faire la déclaration en particulier si le service est opéré uniquement dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt et non une DSP ou un marché? Et après, on reprendra une salve de questions. Allez, Fabien.
Alors, je commence par la première question, je répondrai à la 3 après. Alors, c'est pas précisé, autant le règlement est précis pour les détenteurs de données, dès lors qu'il y a délégation ou prestation de service, par exemple pour les parkings, c'est bien celui qui a commandé la prestation ou qui est le délégant qui a la responsabilité de la déclaration. Donc, pour les transports urbains, c'est l'AOM. Pour les parkings, c'est la collectivité. Pour les calculateurs d'itinéraire, ça n'est pas précisé. Alors, à défaut, j'aurais quand même tendance à considérer que c'est celui qui commande le produit qui en est quand même responsable. Alors, je ne comprends pas très bien le concept de commande. Donc, moi, à mon sens, sauf si vraiment vous lui laissez toute latitude, et on va revenir après sur l'AMI. En gros, si c'est quelque chose que vous avez demandé qui existe, mais sans donner de spécification, là, j'aurais tendance à dire que ça devient quelque part assez libre et c'est plutôt à l'opérateur de le faire. Mais dans le cadre d'une prestation de service ou d'une délégation, il me semble que même pour une application, un calculateur d'itinéraire, c'est bien à celui qui a commandé de remplir la déclaration de conformité parce qu'il en est finalement le responsable de regarder les conditions légales que vous mettez dans le site, ça va tout de suite vous dire qui est bien responsable. Donc, si vous mettez que c'est le président de l'AOM, je vois mal comment ce ne serait pas aussi l'AOM qui remplit la déclaration de conformité. Mais la loi ne précise pas ce cas-là explicitement et le règlement non plus, à mon sens. Pour la question 3, puisqu'on est un peu dans le même cadre, moi, il me semble que pour les AMI qui ne constituent pas de facto la construction de monopole, c'est-à-dire vous faites un appel à manifestation d'intérêt, éventuellement vous pourrez le subventionner, mais je vous rappelle que l'appel à manifestation d'intérêt ne vous conduit pas nécessairement à sélectionner un seul candidat. D'ailleurs, il ne vous le permet pas nécessairement non plus. Alors, dans ce cas-là, il me semble qu'on est plutôt dans le cas où c'est à l'opérateur ou les opérateurs qui disposent de l'AMI, finalement, et d'un subventionnement adéquat, mais sur lesquels on n'a pas imposé grand-chose, de facto, à faire la déclaration de conformité. On est dans un cadre un peu intermédiaire entre la délégation de service public et le service librement organisé, puisqu'en gros, on va dire, une collectivité a demandé à quelqu'un s'il pouvait être intéressé pour faire quelque chose. Il ne peut pas complètement sélectionner ce qu'il veut, puisqu'il ne le subventionnera pas complètement. Donc, il me semble que là, pour le coup, nous, on aurait la lecture que c'est l'opérateur de transport qui doit remplir la déclaration de conformité et qui doit produire ces données. Voilà, donc on est un peu dans le même cadre, hein. Dès lors que vous êtes vraiment le commandeur, c'est vous qui êtes responsable. Si vous ne commandez pas vraiment, c'est celui finalement qui exerce le service qui est responsable. Je laisse Thomas poursuivre. Oui, je vais répondre à la question sur est-ce que les applications publiques qui sont aussi des réutilisateurs de données doivent aussi remplir cette deuxième déclaration? Alors oui, il n'y a pas de distinction selon que c'est un acteur privé ou public qui organise qui réutilise finalement ces données. Donc oui, peu importe les deux cas, oui, il faut remplir cette déclaration, cette deuxième déclaration pour les utilisateurs. Merci Thomas et Fabien. Donc, une autre question pour Timothée cette fois, hein. Dans le cas de la part de Monsieur Cognot de MGNDT, dans le cas du détenteur de données agrégées, chaque AOM doit-elle aussi fournir une déclaration à l'autorité? Et une question de Sarah Guillet toujours. Les données IRVE sont-elles concernées également sur le territoire d'une AOM? Et enfin, dernière question pour Alban de Vincent Nussbaum. Les données doivent être publiées sur data.gouv ou transport.data.gouv ou les deux. Y a-t-il un lien entre les deux plateformes? Alors, je vais prendre la première question sur les données agrégées. Donc, le Code des transports est assez clair sur le sujet. Tout détenteur de données doit remplir une déclaration de conformité, donc indépendamment de si celle-ci est réutilisée par un agrégateur ou pas. Donc, chaque AOM à son niveau doit fournir une déclaration de conformité. Et par exemple, dans le cas où ce détenteur ne gère pas la publication et la délègue à un agrégateur, dans ce cas-là, elle remplit une déclaration de conformité, mais elle va pouvoir préciser dans cette déclaration-là le lien, ou en tout cas l'emplacement sur le point d'accès national où ces données sont disponibles, en indiquant aussi, il y a la possibilité dans la déclaration de conformité de renseigner les éventuels contacts techniques nécessaires pour les éventuelles observations de l'ART.
Euh, donc j'espère que ça répond bien à la question. Et je vais laisser maintenant la parole à Thomas pour la suite. Alors, je réponds pour les IRVE et puis c'est Alban qui prendra la suite et tu pourras peut-être finir sur la dernière question de Timothée. Au sujet des IRVE, donc elles sont plus dans le règlement multimodal, elles ont été basculées au règlement routier depuis 2022 ou 2023. Il n'en demeure pas moins qu'elles sont toujours de publication obligatoire et que pour le coup, elles sont bien publiées sur transportdata.gouv.fr et pas sur Bison Futé. Donc, elles font bien l'objet d'une publication et c'est pareil, elles doivent être publiées par celui qui en a la charge, c'est-à-dire celui qui est responsable. C'est pas l'AOM de s'en charger si c'est pas elle qui, quelque part, est le commanditaire de ces IRVE. La plupart du temps, c'est plutôt des installations privées. Et en fait, il y a plusieurs groupements qui se chargent de la publication de ces données de façon agrégée. Je laisse la parole à Alban pour poursuivre. Merci Fabien. Donc, concernant la question de Monsieur Nussbaum, donc sur est-ce que les données doivent être publiées sur DataGouv ou transport.data? Bon, Tuto a répondu un peu plus ou moins. Ce qui fait foi, nous, de notre côté, en termes de conformité, c'est que la donnée soit disponible sur transport.data.gouv.fr, parce que c'est le point d'accès national. Mais de manière pratique, l'acteur publie la donnée sur data.gouv, et ensuite, il y a un moissonnage qui est fait de la part du site transport.data.gouv, de sorte que cette donnée-là soit disponible sur transport.data. Ce n'est pas systématiquement automatique, puisque si vous devez publier, par exemple, une donnée de transport en commun, et si un format qui est attendu, vous le publiez dans le format qui n'est pas attendu, cette donnée ne sera pas automatiquement moissonnée par transport.data. Donc, c'est pour ça que nous, on regarde si la donnée est vraiment sur le pan avant de dire qu'un acteur il est conforme ou pas. Mais on ne vous sanctionnera pas si la donnée est bien publiée, on en tiendra compte et en fait, on regardera avec le PAN comment la basculer, vous inquiétez pas non plus. Mais c'est vrai que le point d'accès national défini par la loi, c'est transport.data.gouv. Mais pas d'inquiétude si vous n'aviez fait que sur data, on regardera ça et on tiendra compte du fait qu'elle a bien été déposée. Et je vais prendre la dernière question sur les agrégateurs. Alors, si si la loi et le règlement est assez clair pour les détenteurs de données, elle l'est un peu moins pour les agrégateurs. Donc, en tout cas, notre lecture ne montre pas de manière évidente que celui-ci doit remplir une déclaration de conformité. Toutefois, nous vous invitons quand même fortement à le faire dans la mesure où celle-ci permet à la fois de pouvoir vous faire en interne les quatre intérêts que j'ai mentionnés, donc faire ce travail interne d'enquête, de savoir l'origine des données. Et ça, c'est utile, notamment si quelqu'un nous signale un problème de qualité dans les données agrégées, de pouvoir, nous, avoir les informations nécessaires et de savoir où est le problème. Est-ce que le problème provient côté agrégateur dans le traitement de la donnée, ou est-ce que le problème provient justement du producteur de données, donc plus en amont? Donc en fait, tout ce travail-là est quand même nécessaire pour mener des contrôles efficaces et pertinents. Donc même si d'un point de vue purement réglementaire, il n'y a pas d'obligation évidente, on vous invite quand même fortement à faire cet exercice-là. Et voilà. Et pour aussi les contacts pertinents. Bien, merci pour ces différentes informations et questions nourries. Nous allons, donc comme nous avons pu le voir, la publication des données de mobilité n'a de sens que si celles-ci sont réutilisées par la suite. Il en est de même pour les formats réglementaires. La montée en compétences peut sembler importante, mais les bénéfices pour le voyageur le seront tout autant. Dans cette seconde partie de l'après-midi et dernière session de la journée, les experts normalisation présenteront dans un premier temps les actualités de normalisation en France et en Europe pour l'ensemble des catégories de données et la manière dont les experts français sont pleinement intégrés aux réflexions européennes. Puis, nous terminerons ces rencontres par un focus dédié aux nouveautés relatives aux données tarifaires dans le format réglementaire NETEX. Je laisse donc la parole à Tuto Tai, qui pilote le groupe de travail information voyageurs de la commission de normalisation, puis à Pascal Rod de Transamo. C'est comme ça, Rod? Transamo pour cette dernière session de la journée. Tuto Tai, c'est à vous.
Merci beaucoup. Euh, Je sais qu'on a beaucoup parlé depuis ce matin de justement ces formats réglementaires que sont NetEx et Siri, et on nous pose très souvent la question de savoir où est-ce qu'on en est en France, comment ces formats sont définis, comment est-ce que les profils France sont définis. Donc, je voulais déjà poser un cadre général sur les travaux de normalisation. Il faut savoir que l'information voyageur n'est pas toute seule. Elle s'inscrit plus généralement dans la Commission nationale de normalisation pour le transport public, donc qui est présidée par le GART et donc Benoît Chauvin, qui est, je crois, toujours quelque part dans la salle parmi nous, puisque les données d'information voyageurs ne sont pas exclusives au transport public, comme vous le savez toutes et tous. On est issu d'une chaîne vertueuse de partage d'informations. Donc, plus particulièrement dans le groupe de travail destiné à l'information voyageur, on a dans notre giron la définition du profil France des normes européennes NetEx et Siri. Donc NetEx pour les données statiques, Siri pour les données dynamiques. Et très bientôt, le profil France de OPRA pour les données historisées que Emmanuel a présenté ce matin. Qui travaille au sein du GT7. Aujourd'hui, on est un peu plus de 70 personnes. On a des représentants d'institutions, donc des représentants du ministère et notamment de la DGITM, du point d'accès national, puisque c'est l'espace de publication des données en open data, mais aussi, et ça a été rappelé ce matin, une forte présence des membres de l'ART qui sont aujourd'hui autour de la table et que je remercie fortement, parce que ça nous permet vraiment de faire le pont entre les feuilles de route qui sont décidées au niveau du ministère, les plateformes de mise à disposition des données en open data et justement donc les contrôles de mise en qualité des données et de leur partage pour leur réutilisation. Nous avons également des représentants d'AOM locales et régionales, puisqu'on l'a bien entendu, ce sont les premières intéressées à devoir mettre à disposition l'ensemble des données au nom de leurs délégataires de services et de leurs opérateurs, qui sont également impliqués dans nos travaux, puisque ce sont eux qui, par définition, gèrent l'information et les données de transport. Enfin, nous avons également des industriels, des éditeurs de solutions numériques. Donc, on nous a demandé ce matin s'il existait des solutions qui permettaient de faire nativement du NetEx et Siri. Oui, ce sont des membres actifs du GT7 et je ne manquerai pas de partager la liste plus largement. Et enfin, nous avons des chercheurs et des consultants indépendants en normalisation. Les outils qu'on utilise au sein du GT7, donc on a, avec le soutien très actif du PAN, un site qui nous permet de publier les profils France de NetEx et Siri, donc normes.transport.data.gouv.fr. Il faut savoir qu'on a été pionnier en France pour créer ce site, puisque l'ensemble des profils France de NetEx et Siri sont disponibles intégralement en Markdown dans GitHub, dans 2 répertoires dont vous avez le lien sur les slides, qui permet à la fois à l'ensemble des acteurs de s'en emparer, mais aussi de nous faire des retours directement sur le profil France, s'il manque des éléments, si certaines tournures ne sont pas claires, ou s'il y a besoin de rajouter des exemples d'implémentation de ces profils France. Et nouveauté de fin 2025 et qu'on va poursuivre en 2026, on a décidé de faciliter la prise en main des profils France de NetEx et Siri avec une forte production d'exemples. Et Pascal pourra en dire un peu plus juste après sur l'offre tarifaire, mais aussi les données d'accessibilité qui ont été mentionnées en 2025 par l'ART comme priorité pour justement les contrôles. Donc pour vraiment venir aider les AOM et les opérateurs de transport à prendre en main NetEx et Siri, on a décidé de produire donc ces fichiers XML qu'on invite très fortement opérateurs et AOM à télécharger, à modifier pour correspondre à leurs informations et à les comparer aux informations et aux extraits des outils qu'ils ont chez eux. Et enfin, nouveauté de cette année également, pour plutôt la partie offre tarifaire, on a décidé de mettre en ligne une sorte de foire aux questions ou méthodologie de modélisation des produits tarifaires, puisque c'est généralement là où on a le plus de questions, sachant que c'est une méthodologie qui est relativement agnostique de NetEx, puisqu'on le sait tous, il y a une très forte, on va dire, imagination parfois de certaines autorités responsables de produire de l'offre tarifaire. Il y a un catalogue d'offres tarifaires, donc on essaye de venir aussi donner une démarche de simplification de ces produits pour les produire
en NetEx, mais qui peuvent aussi être utilisés pour d'autres formats, notamment GTFS. Sur le rythme de travail qu'on a au sein du GT7, il est assez soutenu. On fait 5 plénières par an qui durent 3 heures avec en moyenne 30 personnes qui participent, où on fait un tour des actualités institutionnelles, un tour des travaux européens dont on dépend fortement en tant que Profil France, un point sur nos travaux France, et enfin des discussions techniques. C'est au sein de ces discussions techniques qu'on va avoir les arbitrages du Profil France, de NetEx et Syrie, et notamment en ce moment autour de 4 chantiers thématiques: l'accessibilité, les nouveaux modes. Donc on entend par nouveaux modes tout ce qui va être vélo, trottinette en libre service, autopartage également, l'offre tarifaire et tout ce qui va être information en temps réel et notamment son enrichissement. Ces chantiers thématiques ont on fait des réunions d'1 heure, 1 heure et demie à peu près toutes les 3 semaines par chantier, et avec à chaque fois à peu près 20 personnes par réunion. Donc c'est un rythme de travail soutenu, mais qui est aussi une bonne démonstration de l'importance qu'a prise le partage de l'information voyageur en open data dans notre écosystème, puisque nous accueillons de plus en plus des questions très pertinentes au sein de nos chantiers, qui fait qu'on a décidé d'accélérer la partie production normative pour répondre aux besoins à la fois des AOM productrices de données et des réutilisateurs de données. La France a également une position un peu spéciale au niveau européen, puisque ce sont les experts du GT7 qui portent la voix de la France au sein des groupes de travail au niveau du CEN, donc du Comité européen de normalisation, dont les travaux ont été présentés ce matin par Emmanuel de Verdal. Et il faut savoir aussi que la France, historiquement, est en animation d'un certain nombre de groupes ou de sous-groupes dédiés aux normes européennes. Donc Emmanuel est aujourd'hui l'animateur principal de Transmodel, donc le modèle conceptuel de données pour le transport public, et qu'il y a également 6 experts français représentés dans ce groupe. Pour NetEx, nous avons donc une co-animation, donc Thibaut Barrère et moi-même, avec 7 experts présents. Pour Syrie, nous sommes 9 experts présents, et pour OPRA et OJP, nous avons 1 personne. Donc ces experts-là, au sein du GT7, aujourd'hui, le rôle principal, c'est vraiment de venir présenter les demandes de modification de l'ensemble des AOM et des opérateurs français de ces normes européennes, d'obtenir autant que l'on peut des arbitrages en faveur des solutions existantes, ou tout simplement de prendre le pouls de ce qui se fait chez certains de nos collègues dans d'autres instances de normalisation, pour travailler ensemble sur une meilleure prise en main, une amélioration de NetEx, Syrie, OJP, OPRA, Transmodel, pour mieux correspondre aux besoins du marché. On est aussi fortement impliqué dans des projets européens qui vont nous intéresser. Donc le premier, EFIP, qui est donc pour la définition du profil européen de l'information voyageur dédié à l'offre tarifaire. Comme je l'ai rapidement dit ce matin, donc NetEx, sur l'ensemble de sa partie 3, permet déjà de décrire tous les produits tarifaires disponibles aujourd'hui, présentée par une AOM, qu'elle soit locale ou régionale. Cependant, on s'est bien rendu compte que d'un point de vue européen, on avait fait des choix différents de représentation d'offres tarifaires. Donc, il a été décidé de monter ce groupe de travail qui a 2 livrables principaux. Le premier, ce sera une méthodologie de représentation de ces produits tarifaires. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'on fait également du côté en France, de dire comment est-ce qu'on découpe aujourd'hui son catalogue de produits tarifaires? Qu'est-ce qu'on va simplifier? Ce sur quoi on va s'intéresser à travailler en priorité pour que ce soit une donnée qui fasse sens et qui puisse être utilisée en même temps que l'offre. Et on va avoir une deuxième partie de livrable qui va vraiment être cette fois-ci une restriction ou un sous-ensemble de la partie 3 de NetEx, à ce qui nous semble essentiel pour l'information voyageur. Là où je voulais insister sur ce profil européen, c'est qu'il faut savoir qu'il est très fortement inspiré de ce qui a été fait sous le pilotage de Pascal, qui présentera juste après, sur la partie tarif du profil France de NetEx. Donc on est assez fer de lance de ce profil
profil européen et on espère pouvoir produire également des exemples en XML, cette fois-ci au niveau européen, pour que chacun puisse en faire des copier-coller. Et nous avons donc 5 experts présents dans la salle pour ce profil européen. Rapidement évoqué également par Emmanuel ce matin, nous sommes également présents dans le projet EUDIT qui a pour but de définir une API de distribution des titres. Le nom du standard, je peux vous le dévoiler puisqu'il a été acté lundi, donc en tout début de semaine. Ce sera OTI pour Open API for Travel Purchase Interface, qui est donc une API de distribution des titres basée sur Transmodel. Et là, nous avons 9 experts présents dans la salle, encore une fois, pour venir présenter ce qui se fait au niveau France et pour s'assurer que les normes européennes correspondent non seulement aux besoins de notre écosystème, mais c'est aussi les plus simples à implémenter pour des systèmes existants. Enfin, nous avons également un groupe de travail dédié au niveau européen sur la représentation numérique de l'infrastructure cyclable. Cette fois-ci, nous sommes 4 personnes avec une forte implication du CEREMA et le but est de venir faire un travail pré-normatif, c'est-à-dire de voir ce qui se fait déjà en description d'infrastructures cyclables en France et dans les autres pays membres du CEN pour proposer une future normalisation pour que les calculateurs d'itinéraires puissent aussi proposer des trajets à vélo qui soient sécurisés pour l'ensemble des cyclistes. Plus particulièrement maintenant sur le profil France, nous avons acté en 2024 que l'objectif principal du profil France de Netex est d'alimenter le point d'accès national en open data, sachant que Netex peut également servir à des échanges intersystèmes, que ce soit pour la billettique ou la gestion de l'offre de transport. Il a été vraiment décidé d'acter Netex sur l'information voyageur. Il faut savoir qu'en tant que profil national de Netex, c'est un sous-ensemble de la norme Netex, c'est-à-dire que toute personne en France, toute entité en France est tout à fait capable d'utiliser l'intégralité de la norme Netex, qui reste la référence. Et c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas faire de schéma XML dédié au profil national. Sur ça, on s'est aligné sur les décisions prises par l'ensemble des autres pays de NAPCOR. Je crois que ça a été une conversation qui a eu lieu dans la version précédente du projet de NAPCOR. Afin de faciliter la maintenance de Netex, il a été acté qu'on aurait une seule XSD pour l'ensemble de l'Europe et que chacun viendrait piocher dedans des règles particulières. Aujourd'hui, nous sommes en version 2.4.0 du profil France de Netex, qui est basé sur la version 1.3 de Netex et qui a été publié donc en mars 2026. C'est un profil France unifié, dans la mesure où on ne parle que d'un seul profil France unique, mais qui comporte des parties, et notamment des éléments métiers, on va dire, sur l'offre de transport. Donc, éléments communs, description des arrêts, description des réseaux, les horaires, l'accessibilité, les tarifs et les parkings. Donc, c'est pour ça que je disais ce matin que la partie tarif existe déjà, elle est déjà publiée et que j'invite tout le monde à aller la regarder pour ceux qui veulent répondre au courrier de l'ART pour mettre l'offre tarifaire sur leur feuille de route. Sur le profil France de Syrie, cette fois-ci, on a un cadre de travail qui est un tout petit peu plus large que celui de Netex, puisque d'une part, le profil France de Syrie sert à alimenter le point d'accès national en open data pour tout ce qui est données en temps réel, mais également à faciliter les usages de Syrie pour des échanges intersystèmes. Il faut savoir que Syrie est déjà utilisée pour la gestion de l'offre de transport en temps réel et qu'on veut venir harmoniser ces travaux pour que les AOM puissent librement choisir leur prestataire de service quand il s'agit de la gestion de données en temps réel. Tout comme pour Netex, le profil France de Syrie s'appuie intégralement sur la XSD de la norme Syrie au niveau Europe. Donc, on n'a pas de XSD dédié non plus. On aura uniquement des règles qui seront légèrement différentes sur des choix d'objets. À ce jour, la version publiée du profil France de Syrie est en version 1.8.0. Elle est basée sur la version de Syrie en 2.1 et pareil que Netex, elle a été publiée en mars de cette année. Tout comme pour le profil France de Netex, on a un profil qui est unifié, donc unique à la France et qui couvre un certain nombre de services Syrie que je vous ai listés là, que je ne vais pas tous vous relire. Mais je tiens à souligner notamment qu'en France, on a fait ce choix très fort de garder Stop Monitoring puisque c'est quelque
quelque chose qui est fortement implémenté en France et qu'on voit arriver de plus en plus. Facility monitoring, donc pour l'information en temps réel de la disponibilité des équipements et notamment des ascenseurs et des escalators qui sont très importants pour les voyageurs. Et Situation Exchange, qui est l'information en temps réel en cas d'événements disruptifs de l'offre de transport. Dans les travaux en cours que nous avons cette année, nous allons faire une bascule complète des profils France de Netex et Siri, puisqu'en début d'année, au niveau du SEN, il y a eu des modifications très importantes qui ont été faites dans ces normes. Donc, on va aller rattraper ces nouvelles versions. Donc, pour Netex, on va avoir une version du profil France en version 2.5 qui sera basée sur la XSD 2.0 de Netex. Pour Siri, on sera en version 2.0, donc basée sur la XSD 2.3, avec pour les deux des publications prévues début 2027. Et si tout va bien, on vous propose également une nouvelle articulation du profil qui, cette fois-ci, est beaucoup plus documentaire, puisqu'on a bien entendu qu'aujourd'hui, lire le profil France de Netex ou le profil France de Siri est un peu long et compliqué. Donc, on va essayer d'améliorer tout ça, d'en renforcer l'éditorialisation. Mais ce que je voulais particulièrement souligner aujourd'hui des deux côtés sur ces profils France, et notamment pour Netex, c'est qu'on change de version de Netex. Donc, s'il y a des éléments sur lesquels vous étiez tout juste en conformité avec la XSD précédente, ce ne sera plus nécessairement le cas en 2027, mais bien entendu, l'ART étant très impliquée dans les travaux, on compte sur la bienveillance de l'autorité de régulation des transports pour le passage dans cette nouvelle version qui implique notamment des développements supplémentaires chez certains éditeurs. Enfin, puisqu'on ne travaille pas seul et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions ce matin sur les arbitrages qui avaient été faits, je n'ai qu'une chose à vous dire, rejoignez le groupe de travail, il est ouvert à tout le monde, il suffit de s'inscrire à la CN03 à travers le Bentra. On fait, comme vous pouvez le voir, des réunions en ligne, on a un Slack qui nous permet d'échanger, on fait aussi une fois par an, parfois deux, des rencontres en présentiel, dont une visite de la gare Montparnasse qu'on a réalisée cette année en avril. Et je l'ai déjà souligné, notre GitHub est public, donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions ou à nous faire des remarques, tout simplement. Merci. Il était prévu peut-être des questions, mais ce qu'on va faire, puisque comme vous avez quand même un exposé très complémentaire, Pascal, je vais vous demander de prendre la parole maintenant et puis on posera des questions en bloc à l'issue de votre intervention. Très bien. Merci à tous. Bonjour, je suis Pascal Roth de la société Transamo. Transamo est une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans toute la chaîne d'évolution des réseaux de transport, des études aux infrastructures, au matériel et jusqu'au système, en France et à l'international. Donc, je suis expert en information voyageur et animateur du groupe Netex Tarif au GT7, comme vous avez pu le comprendre. Alors pour commencer cette présentation des travaux qui sont faits dans ce groupe Tarif, je trouvais intéressant de commencer par vous partager les objectifs qu'on avait donnés à ce groupe en octobre 2024 déjà. Le premier, comme Tuto le rappelait à l'instant, c'était déjà d'améliorer le document du profil France, de travailler toujours à sa lisibilité, à son amélioration, de donner des exemples concrets sur les produits tarifaires, de faire des liens vers des exemples ou des exports qui existeraient, lister les bonnes pratiques et les points de vigilance et se répartir le travail sur les membres du groupe de travail. Les travaux ont avancé. Le leitmotiv principal, donc l'objectif central qui s'est dégagé des travaux, c'était vraiment de travailler à une modélisation uniforme des différents produits tarifaires. Ça a été partagé. Il y a beaucoup de contextes différents, d'offres tarifaires qui peuvent être très variées, des manières de faire qui peuvent être différentes de par le fait qu'on travaille sur un système qui est construit au niveau de l'Europe avec des manières de faire et des problématiques différentes. Donc vraiment, cet objectif, c'est de construire cette précision française cohérente pour tous et uniforme. On voit que c'est un écosystème avec un intérêt grandissant. Nous sommes passés de 13 à 23 membres et comme le disait Tuto, une réunion toutes les 3 semaines. Donc je vais vous présenter les évolutions de la partie tarifaire sur le profil 2.4 en 2 grandes parties.
La première partie, ça va être la production de la foire aux questions, dont Tuto a parlé aussi précédemment, sur préciser un certain nombre de modélisations. Et ensuite, une deuxième partie sur des résultats préliminaires, des travaux qui ne sont pas encore finalisés, mais sur lesquels nous trouvions intéressant de les publier déjà dès cette version 2.4. Donc la première partie, comme je vous le disais à l'instant, c'est la mise en place d'une foire aux questions, avec un objectif non pas de venir modifier le profil tarifaire qui existe déjà, mais plus de guider l'utilisateur ou le producteur de la donnée qui voudrait lancer des travaux, lancer une acculturation sur la production de données Netex tarifaires. Donc avec un objectif très, très pragmatique, hein, de répondre aux questions, les premières questions posées par les utilisateurs. Timothée, si tu peux, limite encore une fois, pour avoir la slide en entier. Ah non, reviens. Voilà, super, merci beaucoup. Et donc, on vient aussi préciser un certain nombre de points qui ne sont pas encore explicites dans le profil France, qui sont issus des travaux et des questionnements qu'on a au sein du groupe. Donc, vous avez deux exemples, hein, sur la droite de l'écran, que je vais vous lire. Hein. Quelle structuration donner à mon export de tarifs en Netex France? Parce que quand on veut se dire: «Je veux produire un premier fichier», ben, c'est un peu le syndrome de la page blanche. Je ne sais pas trop comment se lancer. Donc là, ça vous donne déjà des premiers éléments, ou le deuxième qui est, «Mais c'est bizarre, la zone tarifaire, j'ai l'impression d'écrire 2 fois la même chose». Et ben, on vous explique pourquoi, dans la zone tarifaire, on a 2 modélisations qui se complètent l'une l'autre et pourquoi on a fait ces choix. Sur la slide d'après. Merci Timothée. La deuxième grande partie, c'est, les résultats préliminaires sur la structure des produits tarifaires. Ce que Tuto disait à l'instant, effectivement, c'est cette richesse de modélisation dans Netex, où ça nous a pris de nombreux mois, je pense, pour arriver à se mettre tous d'accord sur une manière de faire, une manière de modéliser cette complexité, parce que pour un même produit tarifaire, on peut la représenter en Netex de plusieurs manières et des manières qui sont très, très différentes. L'objectif, c'est vraiment exactement le même produit tarifaire, les mêmes contraintes, les mêmes descriptions, mais par contre, d'un point de vue technique, d'un point de vue représentation, métier, enfin, XML, on se retrouve avec des fichiers qui sont très différents et qui, du coup, pénalisent cette interopérabilité. Là, vous avez 2 exemples à l'écran. C'est le même exemple, hein, du ticket T+, que vous pouvez retrouver sur le GitHub du profil tarifaire, où vous avez le même tarif modélisé de 2 manières différentes. Et donc, pour ceux qui ont l'œil XML, vous pourrez voir que l'information n'est pas structurée du tout de la même manière. Et donc, les logiciels qui doivent les produire ou les lire vont être différents. Et l'un ne pourra pas forcément lire l'autre. Et donc, c'est beaucoup de temps et d'argent d'utiliser par les différents acteurs de l'écosystème. Alors, sur ces premiers résultats préliminaires, on a posé un certain nombre de grands principes. Le premier grand principe, c'est déjà de se mettre d'accord sur l'utilisation d'une brique qui s'appelle les Fair Structure Elements, pour ceux qui veulent rentrer dans le détail. Mais surtout, on va venir les typer et donc bien identifier chaque brique de manière différente et de venir expliciter pour chacune de ces briques exactement ce qu'elle va contenir. Et ensuite, on va pouvoir venir utiliser chacune de ces briques unitaires pour les regrouper et décrire un produit tarifaire global. Donc, ces premiers travaux sont déjà en place. Vous le voyez sur la capture d'écran à droite, on voit en rouge le type de cet objet et on voit à l'intérieur la description de cet objet qui correspond au type qu'on lui a donné. Ça a l'air trivial comme ça. Nous y avons passé un certain nombre de réunions et d'ateliers de travail. Donc, il y a un certain nombre de types qui sont déjà identifiés, qui sont déjà décrits. Vous avez les noms des 3 fichiers XML affichés à l'écran et ils sont bien évidemment disponibles sur le répertoire GitHub dont Tuto a parlé tout à l'heure. Ils ne sont pas aujourd'hui publiés sur normes transport DataGouv, puisque ce sont des travaux préliminaires, bien évidemment, mais
C'est vers là que se dirige la version 2.5 du profil. Ensuite, encore une fois, il y a la capture d'écran. Non, ça c'est celle d'avant. Il y a une capture d'écran sur la même slide normalement. Ça, c'est la slide d'avant. Si tu passes 2 fois après. Voilà, super, merci beaucoup. Donc là, sur la slide précédente, c'était, on va dire, le cas général de description de ces petites briques qui vont venir décrire les produits tarifaires. Dans certains cas, on va avoir besoin de décrire des objets, des propriétés qui vont être un petit peu plus complexes. Là, dans ces cas-là, on va devoir créer des nouveaux types de Fair Structure Element. Et donc, à aujourd'hui, on en a identifié un qui est la description de comment montrer un carnet de tickets avec, comme vous le voyez à l'écran, 2 objets qui sont inclus à l'intérieur pour permettre de décrire que c'est un carnet de tickets et combien de titres il peut contenir. Ces premiers résultats préliminaires sont tout à fait compatibles avec le profil France qui est déjà présent aujourd'hui dans la version 2.4 du profil France. On vient simplement préciser comment le faire de manière cohérente et commune au sein de l'écosystème. Et il couvre déjà la plupart des propriétés des produits tarifaires dont on a besoin. Vous voyez une liste à l'écran déjà de thématiques qui peuvent être précisées de cette manière-là. Les objectifs de la version 2.5, donc qui sont des travaux que nous avons déjà commencés, ça va être de continuer ces travaux-là sur la précision sur le périmètre d'utilisation d'un produit tarifaire. On a vu, on a un certain nombre de propriétés. Est-ce que c'est un carnet de tickets ou pas? Est-ce que je peux l'échanger ou me faire rembourser ou pas? Il y a une grosse difficulté sur la modélisation de quelles sont les lignes ou quels sont les arrêts auxquels j'ai accès avec ce produit tarifaire. Encore une fois, c'est des discussions qui ont été très, très riches et très importantes au sein du groupe. Et je vais y revenir après dans ma présentation. Un autre objectif de la version 2.5, tu en as parlé, ça va être d'assurer la compatibilité avec NetEx 2.0, donc vérifier tous les morceaux de fichiers d'extrait XML et tous les exemples qui ont été produits historiquement pour les mettre à jour avec cette version de NetEx. Et ensuite, mettre à jour et compléter, bien évidemment, la foire aux questions avec tout ce qui a été échangé et précisé dans les différents ateliers de travail. Et bien sûr, à la fin, préciser dans le texte du profil de manière à officialiser toutes les évolutions dont je viens de vous parler. Et donc, je reviens sur cette précision de la topologie, sur quoi le périmètre de transport sur lequel je peux utiliser les titres. Aujourd'hui, dans le groupe de travail, nous avons identifié 6 cas d'utilisation prioritaires. Bien évidemment, il y en a d'autres. Il y a d'autres produits tarifaires qu'il faudra modéliser, qui seront traités bien évidemment après. Donc vous avez les 6 à l'écran. Les 3 premiers sont en cours de validation. Le premier, c'est un titre qui est valide sur un ensemble de lignes, très utile en réseau urbain. Le deuxième est un titre qui est valide sur un ensemble de lignes, sauf certains arrêts. Dans le cas où il y a des particularités tarifaires, par exemple sur le titre aéroport en Île-de-France. Le cas numéro 3, qui est le cas de lignes urbaines avec des lignes qui peuvent être pénétrantes, donc des morceaux de lignes, par exemple, d'un réseau régional, qui viennent desservir un réseau urbain avec des accords de tarification. Donc ces trois cas-là, c'est le diagramme que vous avez en haut à droite, avec des types et des modélisations qui ont déjà été discutées et partagées au sein du groupe, qui sont en train d'être validées par les participants. Et ensuite, nous continuons à travailler sur les 3 autres cas d'usage, cas d'usage, le titre spécial à destination de certains arrêts, le ticket OD avec ou sans via, et le ticket qui est valable sur plusieurs zones tarifaires. J'en ai terminé avec la présentation. Maintenant, n'hésitez pas à regarder les travaux en cours et s'il y a des informations qui vous manquent pour vos cas d'usage, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si besoin.
Merci infiniment à tous les deux, Tuto et Pascal. Merci bien. Alors, des questions, évidemment. Alors, la première de Tristan Faure. Les cheminements accessibles ne sont pas dans le profil France. Point d'interrogation. Et je pose la deuxième, toujours de Tristan Faure. Comment faire pour se préparer aux futures normes, notamment en termes de mise à jour de l'évolution des outils qui sont toujours à contretemps avec le jeu des marchés publics? Par exemple, sur ces deux thèmes, l'OPRA, c'est ça? OPRA sur l'historisation et l'OTI pour les titres. Alors, sur les cheminements, ils sont bien inclus dans la partie accessibilité du profil France. Je tiens à souligner également que, avec le soutien de la DGITM, la délégation ministérielle à l'accessibilité a proposé un outil open source qui s'appelle Accès Libre Mobilité, qui permet de faire des saisies sur le terrain de graphes piétons et de l'ensemble des critères d'accessibilité des cheminements, de la voirie, et de les exporter directement en ETEX pour les mettre à disposition du point d'accès national. Et j'invite très fortement à vous connecter sur le point d'accès national et de taper tout simplement cheminement. De mémoire, vous devriez trouver 3 ou 4 jeux de données qui sont déjà en ETEX et qui peuvent vous servir d'exemple, sachant qu'une partie ont été produits sur la base de l'outil Accès Libre Mobilité et que je serais vraiment ravie de vous mettre en contact avec ce groupement d'un outil open source que vous pouvez donc venir mettre dans vos machines, chez vous, ou demander à votre prestataire de le faire pour vous. Pour ce qui est d'OPRA, donc c'est l'historisation des données, donc ça vient venir aider les AOM à faire à compléter des indicateurs de performance de leurs opérateurs. Il faut savoir que ça se repose sur Netex et Siri. De mémoire, la plupart des éditeurs que je connais, et en tout cas ceux qui sont impliqués dans le GT7, proposent déjà d'historiser une partie des jeux de données qui soient statiques ou dynamiques. Donc ça permet de venir complètement prévoir ce qui va se faire avec Opera, qui est vraiment, donc c'est pour ça qu'on l'a voulu baser sur Netex et Siri. Donc je vous invite très fortement à vous rapprocher de vos prestataires qui vous agrègent vos données, et tout simplement, sinon, un peu comme ce qu'a fait Bordeaux Métropole, parfois il faut attendre la prochaine DSP pour mettre des clauses data dans les contrats, et qui permet aussi de venir un peu forcer la main aux délégataires d'utiliser des solutions qui soient complètement conformes aux normes. Et OTI sur la distribution des titres. OTI sera publié en 2028. Néanmoins, l'ensemble des membres de la scène 03, et plus particulièrement du Bentra, auront l'occasion d'avoir une version brouillon qui sera diffusée dès novembre de cette année pour se faire une idée de ce qui a été décidé au niveau européen, pour voir quelles sont les adaptations qui seront à faire dans les systèmes de distribution des titres. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à la CN 03, je vous invite très fortement à le faire, puisque vous aurez accès aux spécifications. Merci infiniment pour cette page de réclame, comme on disait dans le temps. Il y a une question que je n'ai pas vue. Là. Pour la publication des données tarifaires, si on prévoit à terme de publier en ETEX tarifaire, doit-on publier le GTFS tarif dans l'attente et dès maintenant? Oui, comme je l'ai dit ce matin, déjà, GTFS Fairs, donc la table GTFS qui permet de mettre les tarifs, donc il y a 2 tables à l'intérieur du profil qui permettent de mettre les tarifs, donc c'est déjà accessible de façon assez simple. Donc c'est conseillé, et c'est même conseillé après quand vous ferez du NETEX. Je rappelle que je continue pour l'instant à militer pour la double publication. En fait, tant que les grosses applications, on va dire mobiles, n'utilisent pas nativement toutes du NETEX, on a quand même intérêt à faire la double publication. Donc moi, je maintiens un peu comme l'exemple norvégien, qu'on a quand même vocation à utiliser dans l'écosystème public tout ce qui est NETEX, Siri, parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour que les AOM aient plus de données, c'est fait pour que les opérateurs entre eux, parce que vous êtes quand même maintenant de plus en plus dans des systèmes multi-opérateurs, notamment les régions, puisque je vois que c'est M. de Coquerel qui a posé la question, donc on est dans une région. Donc en gros, les opérateurs devraient s'échanger ces données
en NetEx et Siri et devrait vous les donner en NetEx et Siri. Les applications mobiles, de facto, utilisent des formats plus légers et disposent de moins d'informations. Donc, pour l'instant, elles utilisent du GTFS. Donc, tant que c'est le cas, il vaut mieux continuer comme ça. Et le jour où ce ne sera plus le cas, on restera sur du NetEx et du Siri. En tout cas, prévoyez les deux et vous pouvez d'ores et déjà commencer rapidement en GTFS. De facto, le NetEx n'est pas si compliqué que ça quand vous en avez déjà fait. Le truc du NetEx, c'est d'y rentrer. Mais vous verrez, c'est pas plus compliqué qu'après de rajouter quelques tarifs dans du GTFS. Vous ferez la même chose sur du NetEx. Mais on prévoit bien comme ça, GTFS tout de suite et NetEx assez rapidement derrière. Et en complément, donc dans le groupe européen sur donc EFIP, pour le profil européen de NetEx dédié à l'offre tarifaire, il faut savoir que Mobility Data, donc le mainteneur de GTFS, est impliqué, puisque nous avons décidé que dans les livrables, nous prendrons un certain nombre de produits tarifaires, donc un peu comme ce qui a été fait là en France avec les 6 cas présentés par Pascal, et on aura directement des exemples et en NetEx et en GTFS FAIRS V2. Donc on vous invite à suivre les travaux, puisque encore une fois, l'idée est vraiment que vous puissiez faire des copier-coller en quelque sorte et les adapter à votre offre plutôt que d'essayer de repartir de zéro. Merci infiniment. Là, cette fois-ci, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, quoi vous dire? Oui, vous remercier tous chaleureusement. Nous sommes toujours plus d'une centaine de participants sur des sujets aussi pointus que ceux-ci. Bravo, puisque vous arrivez à les rendre très accessibles par vos exposés clairs. Donc, merci infiniment aux participants, aux intervenants pour cette troisième édition des rencontres données de mobilité qui, nous l'évoquions ce matin, ont rassemblé ce matin donc 180 personnes et plus d'une centaine cet après-midi. Donc un événement qui sera reconduit évidemment l'année prochaine avec pour ambition d'assurer à l'ensemble des acteurs de l'écosystème du secteur des mobilités, des données de mobilité, d'avoir une connaissance partagée tant des fondamentaux que de l'actualité du secteur. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, cette initiative se veut collaborative. Aussi, l'ART lancera à l'automne un appel à contribution en vue de l'organisation la 4e édition des rencontres en 2027. À ce sujet, je dois vous dire que je suis très triste parce que je ne serai pas l'animatrice de cette 4e rencontre dans la mesure où j'arrêterai mon mandat non renouvelable en mars 2027. Donc, je ne serai plus à vos côtés et je le regrette déjà. 2-3 choses à vous dire en plus. La première, c'est que vous allez être destinataire de l'ensemble des supports qui ont illustré les exposés de chacun des intervenants, mais d'ici peut-être plutôt 2 semaines, le temps d'un traitement global. Donc ne soyez pas impatients, ils arriveront, c'est sûr. Et sinon, vous grondez Timothée. Et ensuite, vous aurez le support de la présentation et les captations vidéo qui seront également mis en ligne sur le site de l'autorité de la même façon dans quelques semaines. Et dernière chose, vous recevrez un questionnaire de satisfaction que je vous remercie de bien vouloir remplir et nous retourner pour qu'on améliore toujours plus bien chacune des éditions. Donc, je crois que j'ai tout dit, cher Fabien. Moi, je veux vous remercier vraiment pour la qualité de vos exposés très pédagogiques, clairs, concis. Et puis, permettez-moi de remercier particulièrement le soutien de la DGITM à nos côtés du début à la fin, mais aussi Fabien et son équipe. Je vous assure que pour travailler avec eux de façon régulière et au moins toutes les semaines, ils nous supportent, nous les vice-présidents et présidents, avec nos atouts et nos faiblesses, et ils le font avec toujours beaucoup de générosité, beaucoup de conscience professionnelle. Alors, chapeau bas. Merci Thomas, Alban, Timothée et merci Fabien, chef d'orchestre de cette belle équipe. Merci et à très bientôt.